Le 23 octobre dernier, Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées, a lancé officiellement une mission nationale sur la question de l'accès des enfants en situation de handicap aux accueils de loisirs dans notre pays. Cette mission, elle est à l'initiative de la Caisse nationale d'allocation familiale. Elle a été placée sous le haut patronage du Défenseur des droits, M. Jacques Toubon, et elle bénéficie du soutien de la CNSA, de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, de la Fondation de France, et elle bénéficie du concours de l'Association des maires de France, du CNCPH, du Comité interministériel au handicap et des administrations d'État, la Direction générale de la cohésion sociale et la Direction générale de la vie associative. Cette mission a pour responsabilité de dresser dans notre pays un état des lieux le plus complet possible sur cette question de l'accès des enfants en situation de handicap aux accueils de loisirs. Mais elle a aussi pour but de mieux comprendre, de mieux approcher, de mieux analyser les attentes et les besoins des familles et de mieux comprendre l'impact de la survenue du handicap dans le quotidien de la vie d'une famille. Enfin, elle a pour but, au travers de l'analyse et des études qu'elle va porter, tant sur l'offre d'accueil que sur les freins qui persistent, un certain nombre de propositions concrètes et opérationnelles pour faire en sorte que demain, toute famille qui a un enfant en situation de handicap puisse bénéficier, comme toutes les autres familles, d'une solution, d'un mode d'accueil en complément de l'école ou de l'établissement pour maintenir leur emploi ou tout simplement bénéficier de temps de répit. Cette mission dure jusqu'en décembre 2018, mais l'actualité nous amène aujourd'hui à prendre la parole et à formuler un certain nombre de propositions pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap au sein des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires de notre pays. Cette actualité, elle est double. D'une part, à la rentrée prochaine, plus de 80% des communes en France vont revenir à la semaine de 4 jours et le mercredi va devenir de nouveau un temps libre des enfants. Et le ministre Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a souhaité, sur ce temps du mercredi, construire ce qu'il appelle un plan mercredi, pour lequel il souhaite développer un certain nombre d'activités éducatives de qualité. Et forcément, la question de l'accès des enfants handicapés dans ces activités se pose aujourd'hui. La deuxième actualité, c'est la signature ou la négociation en ce moment de la Convention d'objectifs et de gestion entre la Caisse nationale d'allocation familiale et l'État, qui va déterminer pour les 5 années qui viennent la politique familiale dans notre pays et notamment l'ensemble des actions sociales de soutien à la parentalité. Au cœur de ces deux actualités, je pourrais dire que jamais dans notre pays, la question de l'accès des enfants en situation de handicap, que ce soit au sein des accueils de loisirs ou des établissements d'accueil du jeune enfant, n'a fait autant l'objet d'attention, d'analyse, de réflexion et de préoccupation. La preuve en est qu'actuellement, en complément de la mission nationale accueil de loisirs, 2 autres études et analyses sont en cours, plus particulièrement centrées sur la petite enfance. D'un côté, une étude diligentée par la Direction générale de la cohésion sociale sur l'accueil des enfants en situation de handicap de moins de 6 ans dans les établissements d'accueil du jeune enfant. Et puis d'autre part, la saisine du Haut Conseil à la famille par les ministres Agnès Buzyn et Sophie Cluzel pour rendre un rapport sur cette question de l'accueil des enfants en situation de handicap de moins de 6 ans dans notre pays. Toutes ces études convergent aujourd'hui pour démontrer qu'une préoccupation particulière, qu'une attention particulière est portée sur la question de la parentalité des familles qui ont un enfant en situation de handicap. C'est vrai qu'au long de toutes ces années de politique publique du handicap, de nombreuses avancées ont lieu, que ce soit sur l'accessibilité des transports, des lieux publics, sur la question de la scolarité, de la prise en charge médico-sociale, des allocations, de l'accès au travail, de l'accès au sport et à la culture. Mais aujourd'hui, dans le quotidien des familles, il demeure une difficulté constante pour beaucoup de familles dans notre pays à résoudre le quotidien de leur vie familiale, à arbitrer entre ce qui relève de la spécificité des besoins de l'enfant, de son accompagnement, des soins, des orientations, des démarches administratives qu'il faut mener,
de l'attention au reste de la fratrie et de la capacité pour le père et pour la mère, ou pour les deux, de continuer à vivre leur propre vie, à pouvoir maintenir leur activité professionnelle et aussi tout simplement peut-être à se retrouver en couple, à bénéficier de temps de répit pour eux-mêmes ou ensemble au sein de la famille. Depuis son lancement en octobre dernier, la Mission nationale Accueil de loisirs et handicap fonde ses travaux et ses recherches sur plusieurs convictions essentielles. La première de ces convictions, c'est que l'accès des enfants en situation de handicap aux lieux d'accueil et de loisirs, d'activités périscolaires et extrascolaires se fonde sur un droit fondamental. Ce droit inconditionnel de tout enfant, quelle que soit la nature de sa pathologie, de pouvoir vivre, jouer, grandir avec les autres enfants de son âge, au sein de tous ces lieux qui jalonnent la vie de tout enfant, que ce soit les crèches, les haltes garderies, les accueils de loisirs bien évidemment, mais je dirais plus largement tous ces espaces aussi d'activités culturelles, sportives ou musicales. La deuxième conviction, c'est que la survenue du handicap dans une famille impacte l'ensemble de la sphère familiale. Et si l'on a à se préoccuper évidemment de la prise en charge de l'enfant en situation de handicap et de lui conférer le meilleur auquel il a le droit lui aussi, il est important de se préoccuper à l'ensemble des enjeux qui sont au cœur de la famille et de permettre notamment aux familles qui ont un enfant en situation de handicap, comme tous les autres parents, de bénéficier de modes d'accueil adaptés aux besoins de leur enfant sur tous ces temps libres, en complément de l'école ou de l'établissement, pour leur permettre de maintenir leur emploi ou de bénéficier de temps de répit. La troisième conviction que l'on a, c'est que souhaiter aujourd'hui une société pleinement inclusive, changer le regard sur les personnes en situation de handicap, passe selon nous par cette formidable occasion qui est de favoriser dès le plus jeune âge la rencontre et le partage d'activités entre enfants en situation de handicap et enfants valides dans tous ces lieux de vie de l'enfance. Au-delà de ces convictions, les premiers travaux, les premières analyses que nous avons menées depuis plusieurs mois nous amènent à un certain nombre de constats et de prises de conscience qui s'imposent. Le premier de ces constats aujourd'hui, c'est la disqualification, le déclassement professionnel des parents d'enfants en situation de handicap et notamment des mères. Dans une étude réalisée ces derniers mois par l'Institut Opinionway, une grande consultation qui a été portée auprès de plus de 6500 familles dans notre pays, cette étude démontre qu'aujourd'hui plus de 85% des familles se disent aujourd'hui fortement impactées dans leur possibilité à maintenir une activité professionnelle et dans la très grande majorité des cas, ce sont les mères de famille. Près de 40% d'entre elles déclarent aujourd'hui avoir cessé leur activité professionnelle en raison du handicap de leur enfant et près de 30% déclarent avoir réduit leur activité professionnelle, aménagé son temps de travail, voire changé d'orientation professionnelle. Ce déclassement professionnel, cette disqualification professionnelle des familles est insupportable parce que pouvoir maintenir son activité professionnelle, c'est pouvoir aussi continuer à mener une existence la plus ordinaire possible et au fond, pouvoir rester dans son emploi est le premier lieu de répit des parents pour pouvoir continuer à exister au-delà des conséquences du handicap dans sa vie. Le deuxième constat, la deuxième prise de conscience qui s'impose, c'est la carence terrible, je dirais, de l'offre d'accueil dans notre pays. Malheureusement, nous ne disposons que de très peu de chiffres fiables pour pouvoir analyser la réalité de la fréquentation des enfants en situation de handicap dans les accueils de loisirs dans notre pays. Cependant, nous avons aujourd'hui trois sources de données, je dirais, qui nous permettent d'approcher quand même assez précisément les choses. La première source de données nous vient de l'INJEP et de la direction de la jeunesse et de la vie associative, donc c'est-à-dire l'administration qui, au sein des départements, dans le cadre des directions départementales de la cohésion sociale, enregistre les déclarations d'accueil de loisirs. Au moment
où le gestionnaire déclare son accueil de loisirs, il est amené à indiquer s'il accueille ou pas des enfants en situation de handicap dans son centre de loisirs. Eh bien aujourd'hui, sur les 30 000 accueils de loisirs en France, seulement 1 500 d'entre eux déclarent accueillir un enfant en situation de handicap, soit à peine 3% des accueils de loisirs. Alors ça ne veut pas dire que seulement 3% des accueils de loisirs accueillent des enfants en situation de handicap, mais ça veut dire qu'aujourd'hui 3% des accueils de loisirs soit ont une pleine conscience d'accueillir des enfants en situation de handicap, soit ont mis en place une réelle politique en ce sens. La deuxième source de données, qui est très fiable, c'est un ensemble de données chiffrées qui nous ont été fournies par la Caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique, qui depuis 2007 a mis en place un dispositif de bonification de la prestation de services accueil de loisirs dès lors que les centres accueillent des enfants bénéficiaires de l'allocation enfants handicapés. Depuis 2007, ils ont capitalisé les chiffres de fréquentation et donc cette aide s'est transformée également en une forme d'observatoire de la fréquentation. Et bien aujourd'hui, la fréquentation des enfants en situation de handicap, en tout cas bénéficiaires de l'allocation enfants handicapés, plafonne aujourd'hui à 0,30% de la fréquentation totale des accueils de loisirs. Une deuxième donnée chiffrée vient confirmer ces données, puisqu'en 2017, la Caisse nationale d'allocation familiale a mis en place un nouveau système de remontée des données d'activité des gestionnaires, expérimental sur à peu près 1000 gestionnaires d'accueil de loisirs en France répartis sur 60 départements. Et que nous disent ces chiffres? Eh bien, ces chiffres nous apportent exactement la même réponse qu'en Loire-Atlantique. On plafonne à 0,30% de la fréquentation et plus encore, même si le chiffre est meilleur que celui que je vous donnais tout à l'heure, seulement 12% des accueils de loisirs dans ce recueil de données ont indiqué réellement avoir accueilli un enfant en situation de handicap. Quand on rapporte cette fréquentation, 0,30%, à ce que représente dans une classe d'âge, non pas tous les enfants en situation de handicap, mais seulement les enfants bénéficiaires de l'allocation enfants handicapés, eh bien, on est dans un rapport de 1 à 6. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre 3 et 13 ans, les enfants bénéficiaires de l'allocation enfants handicapés représentent à peu près 2% de leur classe d'âge. Et lorsqu'on regarde la fréquentation des accueils de loisirs, ils représentent 0,30% de la fréquentation. Cela nous conduit donc à dire qu'on est aujourd'hui sur une fréquentation qui est sans doute 6 fois inférieure de ce qu'elle devrait être dans notre pays par rapport aux autres enfants qui fréquentent les accueils de loisirs. La troisième prise de conscience qui s'impose et analyse, c'est effectivement un ensemble de freins qui empêchent ce développement de l'accès des enfants en situation de handicap aux accueils de loisirs. Je ne vais pas tous les citer, parmi eux évidemment la question de la perception, souvent erronée ou mal comprise du caractère obligatoire de l'accueil des enfants en situation de handicap, souvent soumis au sentiment de capacité des gestionnaires. Il y a aussi l'appréhension de la responsabilité face à des situations que l'on ne connaît pas, le manque de qualification, souvent des équipes, et puis aussi une forme d'autocensure des familles qui pensent, pour près de 40% d'entre elles, que leur enfant ne pourra pas être accueilli au centre de loisirs en raison de la nature de sa pathologie. Mais le principal frein, aujourd'hui, dans toutes les études que nous avons menées jusqu'à présent, c'est la question du renfort d'encadrement et du financement de ce renfort d'encadrement. Dans un accueil de loisirs sans hébergement, le taux d'encadrement est, pour ne citer que les enfants de plus de 6 ans, est de 1 pour 12 enfants dans les accueils extrascolaires et de 1 pour 18 aujourd'hui dans les accueils périscolaires, dans la plupart des accueils périscolaires. Quand on a un animateur pour 12 enfants ou 1 pour 18, accueillir un enfant qui va nécessiter des adaptations particulières dans l'accompagnement aux activités, dans l'aide à la vie quotidienne, dans la surveillance, aussi parfois dans les modes de communication et de compréhension, eh bien, pouvoir détacher un animateur est quasiment impossible lorsqu'on a de tels taux d'encadrement. Si bien que dans un certain nombre de cas, et dès que l'enfant présente un handicap qui nécessite un accompagnement plus resserré, la seule solution pour l'accueil de loisirs est de venir renforcer son équipe par un animateur supplémentaire.
Alors pas nécessairement en accueillant individuellement l'enfant, mais plutôt en ajoutant un animateur dans l'équipe, parfois qui a une compétence plus particulière, mais qui va, avec l'équipe, réussir à prendre en compte et inclure l'enfant au sein des activités. Lorsque l'accueil de loisirs accueille un enfant qui a besoin d'un renfort d'encadrement, aujourd'hui, il n'a pas de solution de financement pour pouvoir assurer cet encadrement supplémentaire. Face à ces constats, face à ces prises de conscience, aujourd'hui elles pourraient être bien plus nombreuses, la mission nationale apporte une contribution dans le cadre de la réflexion sur la Convention d'objectifs et de gestion de la Caisse nationale de l'allocation familiale et de l'État, en formulant un certain nombre de propositions concrètes, opérationnelles, autour de 5 piliers, qui selon nous sont les 5 axes sur lesquels il faut travailler pour passer, je dirais, d'une phase expérimentale que l'on a connue ces dernières années, grâce notamment à la politique offensive de la Caisse nationale d'allocation familiale et de l'ensemble des caisses d'allocation familiale dans notre pays au travers de ce qu'on appelle les fonds publics et territoires, de passer de cette phase expérimentale à une politique publique, ambitieuse, affirmée, qui souhaite que dans notre pays, tous les enfants en situation de handicap puissent avoir accès, comme les autres, aux accueils de loisirs. Ces 5 piliers sont les suivants. Le premier de ces piliers, vous l'aurez compris, c'est de lever le principal frein au développement de l'accueil des enfants en situation de handicap, en mettant en place un système de financement qui permette aux gestionnaires d'accueil de loisirs d'être soutenus, accompagnés pour financer les coûts additionnels qui sont liés aux adaptations et notamment les renforts d'encadrement, avec la mise en place d'un mécanisme qui est celui qui a été mis en place sur la caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique depuis 2017, qui consiste à bonifier la prestation de services versée à l'ensemble des accueils de loisirs, indexée sur la fréquentation des enfants bénéficiaires de l'allocation enfants handicapés. Le deuxième axe, le deuxième pilier de cette politique publique, au-delà du soutien au renfort d'encadrement, c'est la pérennisation et la confirmation du rôle que peuvent jouer demain les pôles d'appui et de ressources qui ont été créés ces dernières années dans un certain nombre de départements. Nous en recensons aujourd'hui un petit peu plus d'une quarantaine qui œuvrent auprès des familles pour les orienter vers des accueils de loisirs qui seraient en mesure d'accueillir leur enfant et qui apportent un appui concret, quotidien, auprès des gestionnaires d'accueil de loisirs. Le renforcement de l'information auprès des familles, de l'accompagnement des familles, et le renforcement en termes d'appui technique auprès des organismes gestionnaires est le second axe, selon nous, de cette politique publique. Le troisième pilier, parce que nous pensons que ça ne suffira pas, c'est d'encourager les territoires à imaginer, envisager une politique de l'offre qui soit diversifiée, c'est-à-dire qui s'articule sur 2 axes. Le premier axe, d'inciter évidemment et d'encourager l'accueil des enfants en situation de handicap dans l'ensemble des accueils de loisirs du territoire, mais en même temps, pour les situations, par exemple, d'enfants qui nécessiteraient des adaptations plus particulières, d'imaginer aussi sur ce territoire des accueils de loisirs plus adaptés, qu'on appelle souvent accueils de loisirs mixtes, qui permettent, de par leur configuration en termes d'effectifs, de qualification de l'encadrement, de composition et de nombre d'animateurs dans l'équipe et de formation aussi de ces équipes, d'adaptation pédagogique des activités, de permettre à des enfants en situation de handicap qui présentent parfois des handicaps lourds ou complexes, de pouvoir être accueillis comme les autres, mais aussi avec les autres, avec des enfants valides de leur âge. Cette offre diversifiée au plan territorial présente l'avantage que cette obligation de l'accueil des enfants en situation de handicap ne repose pas ou ne pèse pas comme une épée de Damoclès, je dirais, sur chacune des structures, mais permettent à l'ensemble des gestionnaires à l'échelle d'un territoire d'œuvrer ensemble à faire en sorte que toutes les familles qui éprouvent ce besoin puissent trouver satisfaction. Le quatrième axe, c'est la question de la formation. Évidemment, au sein des formations professionnelles, un effort doit être
plus important doit être, une impulsion plus importante doit être donnée, au sein aussi des formations BAFA, mais ce sont des choses qui sont déjà faites et souvent bien faites. Nous préconisons dans cet axe formation de pouvoir mettre en place une formation à l'instar de la formation au premier secours, une formation qui pourrait s'appeler le passeport handicap sur un format d'environ 18 heures de formation et qui puisse délivrer demain un certificat de compétence à des jeunes animateurs et qui pourrait, avec ce certificat, se prévaloir des acquis qu'ils ont eus de cette formation en termes très pratiques, de manipulation des fauteuils, de manutention du corps humain, de communication non verbale, de compréhension des modes comportementaux d'enfants qui présentent des troubles du spectre autistique, par exemple. Une approche aussi des conséquences de certaines pathologies médicales, comme l'épilepsie, dans la vie quotidienne. Ces animateurs pourraient du coup se prévaloir de cette compétence pour pouvoir venir justement renforcer des équipes, que ce soit au sein des accueils de loisirs, mais aussi, pourquoi pas, sur les séjours de vacances ordinaires ou adaptés. Enfin, le dernier axe, c'est de pouvoir mettre en cohérence l'ensemble des efforts en direction des enfants en situation de handicap, que ce soit dans la petite enfance, sur le secteur de l'enfance et sur le secteur de la jeunesse. Il nous paraît très important en termes de lisibilité pour les familles, de compréhension des dispositifs, de simplification administrative aussi, d'efficacité, de mise en commun, de mutualisation des moyens, de faire en sorte que tous les dispositifs, notamment entre les établissements d'accueil du jeune enfant et les accueils de loisirs, puissent être de même nature, notamment sur ce dispositif de bonification auprès des gestionnaires et également du côté des pôles d'appui et de ressources, de manière à ce qu'on évite la dispersion des moyens et surtout qu'on puisse accompagner le parcours des familles et éviter des ruptures après 3 ans, après 6 ans, lorsque l'enfant passe par exemple de l'établissement du jeune enfant vers un accueil de loisirs. Voilà l'ensemble, je dirais, résumé de la contribution de la mission nationale aux réflexions actuelles sur la convention d'objectifs et de gestion de la Caisse nationale d'allocation familiale. Toutes ces recommandations, toutes ces analyses se retrouvent dans un dossier de plus d'une vingtaine de pages, donc qui sont évidemment détaillées. Pour conclure, je voudrais juste attirer notre attention sur un point qui nous paraît très important et que j'ai évoqué tout à l'heure. Cette question de l'accès des enfants en situation de handicap aux accueils de loisirs n'est pas qu'une question de loisirs, on le mesure bien. Évidemment, c'est une question de droit d'accès aux loisirs pour les enfants en situation de handicap. C'est aussi une question d'apprentissage, du vivre ensemble, de citoyenneté, d'éducation des enfants, des autres enfants à l'apprentissage de la différence. C'est aussi une manière de contribuer, comme je le disais, à une société plus inclusive. Mais derrière cela, c'est aussi une question du droit des femmes. Aujourd'hui, contraindre une famille, même involontairement, à cesser ou à diminuer son activité professionnelle, non pas en raison du handicap de son enfant, mais parce que les solutions d'accueil n'existent pas, est en quelque sorte une forme de violence faite aux femmes. La question de l'égalité des droits, la question de l'égalité des hommes et des femmes face à l'emploi, je crois que malheureusement aujourd'hui, on peut dire que lorsqu'il y a survenu du handicap, il n'existe pas. Aussi, ce sujet de l'accès des enfants en situation de handicap aux accueils de loisirs dans notre pays, on le voit bien, touche à des sujets majeurs et centraux de notre vie en société et rejoint les principes mêmes de nos valeurs républicaines, de liberté, d'égalité et de fraternité.